Donc merci Mauve de m'avoir proposé d'animer cette interlude sous forme de publicité, quasiment, puisque je vais vous dire quelques mots d'un dossier que j'ai coordonné avec un collègue géographe, Adrien Dubuc. C'est-à-dire quand on parle de mobilité, il est maître de conférence en géographie à Paris-1-Sorbonne et actuellement en poste à Abu Dhabi. Puisque vous savez que la Sorbonne a une annexe, je ne sais pas comment on dit, à Abu Dhabi. Et ce numéro, donc, c'est la revue Hommes et Migrations, qui est la revue du Musée national de l'histoire de l'immigration. Et ce numéro a été fait à l'occasion d'une exposition dont j'ai été l'un des commissaires, une exposition qui portait sur l'histoire et la culture de l'immigration italienne en France. Et l'idée nous est venue non pas de faire une énième publication autour de l'immigration italienne, il y a un catalogue qui accompagne l'exposition, mais de prendre justement pour prétexte cette immigration italienne, cette question de la migration italienne, j'ai peut-être eu déjà l'occasion de vous le dire en cours, qui est l'un des plus importants mouvements migratoires de l'époque contemporaine. Il y a 26 millions d'Italiens qui ont quitté l'Italie entre les années 1860 et 1960. Donc de prendre ici un peu ce phénomène comme prétexte pour bien mener une réflexion, en résonance d'ailleurs avec ces 30 ans du programme Erasmus, en résonance également avec ces discours de valorisation autour de la migration européenne, mais aussi en résonance avec les discours aujourd'hui autour de la crise migratoire en Europe. Pour rappeler que en fait, la question migratoire en Europe, elle est ancienne, d'une part, et que d'autre part, elle est principalement, et pendant longtemps, intra-européenne. C'est ce que Philippe Rigel a appelé les migrations blanches. Disons que du début du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, ce sont surtout les Européens qui sont en mouvement. Et ce n'est qu'à partir des années 1950-1960 que prennent le dessus à la fois les flux migratoires extra-communautaires, comme on les appelle parfois, donc d'un point de vue quantitatif, mais aussi dans l'opinion publique ou dans les imaginaires. Et ces migrants européens deviennent quasiment invisibles dans l'opinion. Si on prend le cas de la France, les Italiens demeurent la principale nationalité représentée en France jusqu'au recensement de 1968. Ils sont devancés à ce moment-là par les Espagnols, puis ensuite par les Portugais. Et pourtant, on n'en parle plus. On ne les voit plus. On ne parle déjà dans les années 1960 que de ceux que l'on appelle à l'époque les Nord-Africains, c'est-à-dire la population en provenance du Maghreb. Et évidemment, cette histoire récente des mobilités en Europe, elle est marquée par le principe de libre circulation, et nous rappelons, et Catherine Vitol-Levenden qui participe donc à ce numéro, rappelle que ce principe est inscrit dans le traité de Rome de 1957. Pour autant, ce principe a été particulièrement long à mettre en œuvre, et dans ce numéro, il y a également des entretiens, et notamment un entretien avec Catherine Lalumière, qui était secrétaire d'État aux affaires européennes en France au moment de la signature des accords de Schengen, et elle rappelle que finalement, Schengen, ce n'est que l'aboutissement, enfin ce n'est qu'une modalité des accords du traité de Rome. Lorsque ces accords de Schengen ont été signés, cela a suscité beaucoup d'inquiétudes et pour tout vous dire, de fantasmes que rappellent un certain nombre d'auteurs dans ce numéro, et que rappelle aussi Enrico Letta, qui a été ministre des politiques communautaires en Italie et ensuite président du Conseil, et il rappelle à quel point, notamment l'élargissement vers l'Est, vers l'Europe de l'Est, a pu faire craindre de nouvelles invasions. Ça, c'est un thème qu'on retrouve fréquemment dans l'histoire de l'immigration en Europe. Et les chercheurs ont bien montré qu'il n'en a rien été. Et ça va peut-être vous surprendre, mais les travaux à la fois des historiens et des spécialistes en sciences sociales tendent à montrer, et ça prend peut-être un peu le contre-pied des discours qu'on a entendus jusqu'à présent, sur lesquels sans doute mes collègues vont pouvoir s'appuyer, c'est que l'Europe de Schengen, elle n'est pas plus mobile que l'Europe d'hier. En d'autres termes, les Européens du début du XXIe siècle ne sont pas plus mobiles que les Européens du XIXe ou du début du XXe siècle. Et en fait, quand on s'intéresse aux migrations intra-européennes, on s'intéresse à un phénomène très minoritaire. Il n'y a que 2,5% des citoyens européens qui résident dans un autre pays européen
que celui où ils sont nés. C'est-à-dire que c'est moins que la proportion des migrants internationaux à travers le monde. Et pour reprendre une comparaison assez fréquente, c'est moins que les citoyens états-uniens qui changent d'état par rapport à leur état de naissance. Donc vous voyez, ce numéro, il s'appelle, et d'ailleurs ça a été un débat avec les responsables de la revue, pour tout vous dire, puisqu'on est entre nous, avec Papillon du Luxe, on n'était pas très fan de ce titre, parce qu'en fait, cette Europe, elle n'est pas véritablement en mouvement. Et ce que nous montrons, c'est qu'on a plutôt affaire à une collection de flux spécialisés, à la fois du point de vue géographique, les pays de l'Est et de l'Europe, de l'Est et de l'Europe et du Sud, pardon, qui se rendent plutôt vers le Nord, spécialisés aussi d'un point de vue social et professionnel. Et on voit dans ce numéro un certain nombre de profils d'Européens mobiles, ces fameux étudiants Erasmus, dont on va sans doute reparler, l'ouvrier polonais, les chercheurs italiens, etc., etc. Donc ils sont la preuve qu'il y a effectivement des mobilités qui se jouent désormais à l'échelle européenne dans certaines branches, mais pour certains types de compétences. Alors, je ne vais pas développer ici, je vais quand même juste mettre l'accent sur les contributions concernant justement les migrations estudiantines, avec la contribution, et évidemment on regrette son absence, mais c'est pour de bonnes raisons, de Magali, de notre collègue Magali Balator, qui montre, et cela a été dit, au-delà des discours que nous venons d'entendre, que bien, le programme Erasmus est un programme qui, tout en s'étant développé au cours de ces 30 dernières années, montre tout de même un certain nombre de limites. C'est un programme qui peut apparaître comme porteur de discrimination spatiale, on l'a dit, d'ailleurs ça pose la question de l'avenir, puisque l'essentiel des flux se dirigeait vers la Grande-Bretagne, donc quid avec le Brexit, des discriminations sociales, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, et en fait, il y a tout un discours, et c'est ce que nous dit Magali Balator, c'est qu'il y a tout un discours médiatique valorisant cette mobilité estudiantine dans le cadre du programme Erasmus, mais que dans les faits, on a affaire ici à un phénomène très minoritaire. Elle estime, et je pense qu'avec d'autres chercheurs, que c'est en gros plus ou moins, je parle sous le contrôle de mon voisin, plus ou moins 5% des effectifs de la population étudiante en Europe qui bénéficient de ces mobilités liées Erasmus. Alors nous avons donné la parole dans ce numéro à Sébastien Thierry, qui est directeur adjoint de l'agence Programme Erasmus en France, qui, lui, quand même, revient sur des éléments valorisants. Il rappelle que depuis 30 ans, c'est quand même 9 millions d'Européens qui se sont ainsi déplacés. Reste à savoir, c'est une question peut-être que je lance un peu en débat, quels sont les effets, et notamment du point de vue du projet européen, avec cette ancienne qui revient fréquemment. Il suffirait de voyager, de passer les frontières, d'aller passer quelques semaines, quelques mois dans un pays européen pour justement se sentir ou se voir révéler une fibre de citoyen européen. Je pense que c'est à mettre en discussion. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais tendance, avec d'autres qui sont intervenus ici dans ce numéro, des gens d'ailleurs qui sont des acteurs de premier plan, j'évoquais Catherine Lumière, j'évoquerai Enrico Letta, à plaider pour aussi un apprentissage, une meilleure connaissance de cette histoire migratoire. Si vous permettez, je terminerai juste par une citation d'Enrico Letta, donc dans le cadre de l'entretien qu'il nous a accordé. Enrico Letta est aujourd'hui à la tête de la fondation Delors, qui cherche à apporter une meilleure connaissance de l'Europe. Chaque fois que je dois m'adresser en Italie à des publics très opposés à l'immigration, je lis toujours le texte de la commission du Parlement du Congrès américain de 1915 sur l'immigration italienne. Sans dire d'où je le tiens, on pourrait dire qu'il a été écrit par un Italien pour décrire la situation des réfugiés syriens aujourd'hui dans les villes italiennes. Les gens sont stupéfaits quand ils se rendent compte que ce texte parle des Italiens aux États-Unis il y a plus d'un siècle. Merci. Quand on est sociologue, donc il y a des mots qui paraissent des sortes de boîtes noires assez intéressantes à ouvrir. Et là, on a deux boîtes noires. Il y a d'un côté la boîte très très noire de migrants-migration et d'autre la boîte très très rose de mobilité et compétences. Puisque dès qu'on parle de mobilité, on parle de compétences.
Et on va ouvrir un petit peu ces boîtes noires, en tout cas celle de la mobilité, non pas pour vous montrer tout ce qu'il y a de sinistre dedans, mais pour vous apprendre à peut-être déjà ne pas prendre un point de vue très très général, tel que je l'ai entendu tout à l'heure, sur le mode de tout le monde est mobile, quand on regarde les CV, il y a toujours de la mobilité. Eh bien non. On sera dans la règle des quand c'est 1% d'une population mondiale, c'est déjà fabuleux. Quand c'est 5% d'une population nationale, c'est extraordinaire. Quand c'est 2% de la population professionnelle concernée, c'est un exploit héroïque. Et donc, comme ici, vous êtes tous mobiles, apprenez à relativiser déjà tous les propos que vous allez tenir. Je laisse la parole alors dans un ordre qui sera peut-être cohérent, de commencer par Erasmus du point de vue des acteurs et après ça la mobilité du point de vue des chercheurs pour in fine harmoniser les questions que vous aurez et pour chaque intervenant un point de passage obligé d'expliquer à la fois d'où il parle et son expérience en termes d'être mobile. Je suis Nadia Gauthier et je travaille à l'agence Erasmus+, donc l'agence française en charge du programme en France. Donc voilà, vous parlez de promotion du programme, voilà, je viens aussi vous en parler et promouvoir aussi cette mobilité. À l'agence, moi je travaille plus spécifiquement dans un pôle qui s'occupe d'évaluer les effets du programme justement et les impacts aussi des projets Erasmus+. Alors moi aussi j'ai eu une expérience de mobilité, voilà, pour me présenter aussi. Je suis partie il y a 10 ans à Londres. Alors c'était pas dans le cadre du programme Erasmus, mais j'étais étudiante dans le cadre du programme du CIEP d'assistant de langue à l'étranger. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ont dit toutes les personnes qui étaient aussi là avant, qui était une expérience effectivement très enrichissante et qui m'a aussi ouvert des portes et ouvert aussi ma façon de voir les choses. Alors à l'agence, nous nous occupons du programme Erasmus+. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme-là ne s'adresse pas qu'aux étudiants. J'aime bien le dire parce qu'effectivement, tout autant que vous êtes, vous pouvez aussi en parler à vos proches. C'est ouvert aux étudiants, c'est ouvert aux apprentis qui sont en CFA, c'est ouvert aux écoles, c'est ouvert à des associations qui travaillent dans le champ de l'éducation des adultes. Donc tout organisme, toute personne qui travaille dans le champ de l'éducation et de la formation peut partir en mobilité grâce au programme Erasmus+. Donc ça vous offre aussi des opportunités, pas seulement quand vous êtes étudiant, mais aussi après, si vous faites un SVE, un service volontaire européen. Voilà, la mobilité, c'est assez varié. Alors Erasmus et Erasmus+, on a une petite partie, hein, mais dans le champ de la mobilité, voilà, il y a beaucoup d'opportunités tout de même. Alors pour parler du programme et un peu du bilan qu'on peut en faire, effectivement, donc, depuis le début du programme 1987, 9 millions de personnes effectivement sont parties à l'étranger, ont fait une mobilité grâce au programme. En France, on estime à peu près à 700 000 de mémoire les personnes de l'enseignement supérieur, donc étudiants et personnel administratif, enseignants, qui ont pu bénéficier du programme. Alors c'est une toute petite partie de la population étudiante. Chaque année, on fait partir à peu près 40 000 étudiants en mobilité études et stages. Et au final, la proportion d'étudiants augmentant aussi d'année en année. Cette année, on a eu 30 000 étudiants en plus dans l'enseignement supérieur. Donc vous voyez qu'au final, même si le nombre de mobilités augmente, la population étudiante augmente aussi. Donc ce qui fait qu'on reste aussi à une fraction assez limitée de la population étudiante qui peut partir. Alors, au niveau de l'agence, on a mené plusieurs études sur l'insertion professionnelle, l'employabilité, le développement des compétences, et puis aussi sur les effets de est-ce que je me sens un peu plus européen, etc. Alors effectivement, il y a ces deux visions, et j'aimerais rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la vision aussi de se dire est-ce que c'est obligé de faire une mobilité aujourd'hui. Effectivement, c'est regarder dans le sens où vous acquérez des compétences à la fois sur votre domaine spécifique et à la fois des compétences qu'on va appeler transversales. Nous, dans nos études,
on interroge en fait les étudiants à leur retour de mobilité, et donc ils déclarent est-ce que je me suis améliorée sur telle compétence, je me sens plus ouvert, etc. Quand on compile tout ça, on a un pourcentage qui est de 86% d'étudiants qui pensent que leur employabilité s'est améliorée. Parce qu'ils pensent qu'ils se sont améliorés sur leur capacité à travailler en équipe, à être un peu plus, à pouvoir davantage s'adapter, à se projeter aussi, à travailler ailleurs. Donc on a ce type de données-là. Je ne rentre pas dans le détail parce que voilà, si vous voulez, on pourrait y revenir après. Et puis aussi, on s'intéresse beaucoup à ce sentiment aussi d'être européen. C'est pas anodin de partir à l'étranger, en Europe. Ça fait partie d'un parcours de vie aussi. Ne voyez pas cette expérience-là juste comme avec une vision utilitariste de la chance, non, ça va être bien sur mon CV. L'Europe, c'est pas quelque chose d'acquis, on le voit aujourd'hui dans l'actualité, le Brexit, les pays qui veulent construire des murs, des frontières, etc. Je pense qu'il y a cette dimension-là aussi qui pour vous doit aussi un peu résonner dans votre esprit en tant que jeune génération. Voilà, moi c'est quelque chose qui, quand je suis partie, en étudiant, c'est super, on va faire un berger spagnol comme on dit, mais non, en fait c'est aussi un moment d'un parcours de vie qui ensuite vous l'avez en vie toute votre vie et vous continuez avec ça, et effectivement il y a ce sentiment un peu de vivre l'Europe et aussi d'en parler. C'est important aussi d'en parler. Alors, je ne sais pas si on construit l'Europe ou pas, mais en tout cas, je pense que chacun on apporte aussi sa petite pierre à l'édifice en prônant un peu cette harmonie entre les peuples, si vous parlez d'harmonie, mais en tout cas, ces relations un peu plus, stables, etc. Donc voilà, en quelques minutes, un peu d'où je parle, d'un côté aussi de l'institution Agence Erasmus+, et puis je ne peux pas m'empêcher d'avoir mon regard très subjectif aussi sur la mobilité, je vous en prépare aussi aujourd'hui. Voilà, après on pourra, si vous avez des questions, parler davantage de ce qu'on peut avoir comme chiffres et comme études dans le cadre de la mobilité. Alors, je m'appelle Christophe Hamel, je suis chercheur à l'Institut démographique aux Pays-Bas, à La Haye, où je dirige une équipe de recherche sur la migration intra-européenne. Alors, je suis très heureux aussi de voir qu'on a ici aussi des gens qui sont vraiment intéressés sur ça et voir des amis qui ont publié là-dedans comme méthode élective. Mais ça, c'est juste le dernier mois que je travaille là-bas parce qu'à partir du 1er de novembre, je commence à travailler comme professeur de sociologie à l'université de Tilburg, aussi aux Pays-Bas. Mais bon, je suis belge et demi-français parce que ma mère est française, alors c'est aussi un peu bizarre que je ne peux plus parler français, mais bon, c'est avec elle que je parle déjà 20 ans en flamand, alors c'est pour ça aussi. Et en termes de parcours, j'ai un parcours vraiment interdisciplinaire et international. J'ai étudié histoire à l'université d'Anvers, je suis parti en Erasmus en 2004 à l'université de Valencia en Espagne. Après, j'ai étudié un master international de migration à l'université Cato de Lille et l'université de Valencia autrefois en Espagne. Après, j'ai fait des études de doctorat à l'université d'Anvers en sociologie, mais pour mon projet de recherche, j'ai vécu aussi en Autriche, Norvège, Royaume-Uni, Italie et Pologne. Alors, j'ai vécu un peu partout en Europe. Et après, j'ai commencé à travailler pour l'Organisation internationale de migration à Madrid. Et c'est là, en effet, que mon intérêt sur le programme Erasmus comme chercheur est né. Parce que bon, j'étais déjà quelques ans en train de voyager et de me bouger en Europe. J'avais fait cette expérience Erasmus, mais aussi ce master international. Et j'avais un réseau des amis très international. Et j'avais l'impression subjective, ce qu'on a entendu aussi avant, qu'avec tous les amis, on devenait un peu plus européen que mes amis en Belgique.
et aussi qu'on était en train de bouger, que tout le monde, les Italiens, ils travaillaient au Royaume-Uni, les Norvégiens, ils allaient aux États-Unis, alors tout le monde se bougeait. Mais là, je suis commencé, j'ai cherché quels sont les objectifs principaux du programme Erasmus, et c'est exactement ça. En 1987, on a dit, bon, la mobilité internationale, promouvoir l'économie européenne et la mobilité des marchés de travail européenne, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'était la création d'une identité européenne avec les participants. Ce qui m'a frappé ou étonné, c'est qu'à ce temps-là, en 2008, on n'avait pas beaucoup de recherche. Si le programme, qui existait déjà pour 21 ans, vraiment faisait ce qu'on voulait. Parce que bon, moi j'ai ma impression subjective, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on peut généraliser pour tout le monde qui participe dans le programme. Alors, depuis ce jour-là, alors déjà 9 ans, j'ai publié beaucoup d'études sur le programme Erasmus, sur l'identité européenne, sur ce que les employeurs pensent sur la valeur ajoutée de participer dans le programme, et aussi si les gens qui participent, est-ce qu'ils sont plus mobiles. Alors, qu'est-ce qu'on voit alors? Sur la mobilité professionnelle après les études, ça c'est quelque chose de classique. En fait, dans les études migratoires, les gens, une fois qu'on bouge, on bouge autrefois. Ça c'est quelque chose qu'on dit toujours, et ça c'est pas étonnant de voir que les étudiants Erasmus bougent autrefois dans leur carrière, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de sélectivité. Les gens qui participent dans le programme Erasmus, ils sont déjà plus susceptibles ou plus probable de travailler dans un autre pays européen aussi dans sa carrière. Alors, ce qu'on voit, c'est le programme Erasmus est spécialement intéressant pour les gens qui n'ont pas un accès depuis leur parcours déjà de famille ou d'expérience à cette mobilité. Alors, ces jeunes-là, le programme peut aider à augmenter les aspirations de migrer. Et c'est intéressant de point de vue sociologique de voir d'où vient cette augmentation des aspirations migratoires. Et alors, ce que j'ai fait dans une étude que j'ai publiée dans un livre cette année, c'est de voir si le changement dans les aspirations migratoires, est-ce qu'on peut l'expliquer surtout à travers les réseaux sociaux. Et là, intéressant, c'est juste ce qu'on a parlé avant, les expériences des anciens étudiants, c'est juste le même. Le réseau international n'aide pas à augmenter les aspirations migratoires, mais ce qui est important, c'est la maintenance du contact à travers le temps. Alors, si les gens forment des réseaux sociaux durables qui survivent, on dit survivre, oui. Qui survivent des années, là on voit que ces gens-là qui ont ça comme expérience, ils sont plus probables de s'en aller autrefois. Et deuxièmement, c'est surtout le capital, les compétences transversales qu'on gagne à l'étranger qui expliquent pourquoi les gens partent autrefois ou ont l'aspiration de partir autrefois. Seconde, la question était sur la question de l'identité européenne. Ici, c'est un peu plus compliqué. Et d'abord, j'ai aussi oublié quelque chose qu'on n'a pas parlé avant, mais ce qui est aussi très, très, très important à expliquer pourquoi les gens s'en vont de nouveau, c'est s'ils ont eu une expérience positive. Alors, ce qu'on voit aussi, qu'on a des gens qui participent au Erasmus, qui ont une expérience négative, et là, on voit aussi des effets détrimentaux, on peut dire, sur leur aspiration de travailler quelque part dans un autre pays européen de nouveau.
Alors c'est quelque chose qu'on n'adresse pas beaucoup, mais on a aussi des expériences qui ne sont pas assez positives, et c'est quelque chose que j'aimerais bien rechercher dans le futur. Et alors, l'identité européenne, c'est quelque chose de plus compliqué. L'être sainte, moi je pense que c'est qu'on voit encore que même dans le programme Erasmus+, la dernière version du programme qui est publiée en 2016, on voit que là, l'objectif est encore là, de promouvoir l'identité européenne. Mais ce que moi j'ai vu dans mon étude dans les différents pays européens, que ça dépend beaucoup d'où les gens viennent. Alors, les étudiants qui partagent dans les pays européens depuis le début, comme les étudiants belges, comme les étudiants italiens, ils sont grandis dans l'Union européenne, c'est une réalité qui était toujours là, et alors pour eux, c'est logique d'après créer quelque chose qu'on peut dire que c'est une identité européenne. Pour les autres pays qui participent dans le programme, c'est plus difficile. Par exemple, les Norvégiens, ils participent aussi, mais le problème là, c'est qu'une fois que les Norvégiens vont à l'étranger, ils sont classifiés par les autres étudiants comme non européens. Et une des choses, par exemple, que j'ai vues dans mes entretiens, c'est que quelques Norvégiens ils m'ont dit « Ah, mais tu vois que certaines pièces de monnaie d'euros, vous pouvez le voir dans ton porte-monnaie, la Norvège n'est pas là. » Alors maintenant, on a rectifié ces situations, mais à ce temps-là, en 2010, on avait beaucoup de pièces de monnaie d'euros sur la Norvège. Alors d'une forme symbolique au niveau politique, et même avec les étudiants aussi, ils sont exclus de la possibilité de devenir plus européenne. Et la même chose, on voit avec les Polonais par exemple. C'est un pays assez nouveau dans l'Union européenne. Ils ne sont pas grandis dans une Union européenne omniprésente. Et ce qu'on voit là aussi, qu'ils sont confrontés, plus que les Belges ou les Italiens, avec des stéréotypes comme « Is your car stolen? Next day is in Poland ». Et ces choses-là, ça fait plus difficile pour les Polonais aussi de devenir européen. Alors, ce qu'on voit, c'est un déséquilibre entre les différents pays européens et aussi avec l'ouverture maintenant vers les autres pays comme le Maroc, comme l'Égypte. On peut bien poser la question, est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir la promotion d'une identité européenne? En fait, c'est une construction aussi politique qui peut-être n'a pas une base scientifique ni existe à la population en général. Est-ce qu'on veut encore vraiment promouvoir cette chose, ou est-ce qu'on doit juste rédiger les objectifs principaux de nouveau à ceux qu'on sait que marchent? Alors voilà, ça fait assez vite un peu de ce que je travaille, mais si vous avez des questions, j'aimerais bien répondre après. Merci.